La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, les derniers hommages de El Hadj Abbas Banfo, cérémonie d'hommage présidée par le chef de l'État à Kabou, le village natal de celui qui fut chef d'État par intérim et président de l'Assemblée nationale. L'actualité, c'est aussi les résultats du CEPD, le certificat d'études de premier degré, les résultats qui sont tombés, affichés dans le centre d'écrit avec des fortunes diverses pour les candidats. Un a retenu notre attention, un candidat non-voyant, son nom Grégoire, 13 ans. Enfant, son sort avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Une histoire cocasse alimentée par les prêtres vaudous sur le tarmac de l'aéroport général Eyadema. Eh bien, le Boeing 787 de Ethiopian Airlines a redécollé ce jeudi. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous, voici le journal. Direction d'abord ce soir Kabou. Kabou à une vingtaine de minutes de la ville de Bassar. Kabou qui a vu rendre ce jeudi les derniers hommages à El Hadj Abbas Banfo, ancien chef de l'État par intérim, ancien président de l'Assemblée nationale. El Hadj Abbas Banfo, décédé, vous le savez, en début de la semaine dernière, a été inhumé aujourd'hui dans son village natal. C'est en présence du chef de l'État, Faresso Zimna Niasimbe. Les obsèques, la cérémonie d'hommage à Kabou dans un instant. Image d'abord ce soir de l'arrivée sur place du président Faresso Zimbe. Je vous laisse regarder cette image en ambiance. Image donc de l'arrivée du président de la République ce matin à Kabou. On en vient maintenant à la cérémonie d'hommage à Kabou, justement. Hommage, je vous le disais, présidé en personne par le chef de l'État avec tous les honneurs dus au rang de l'illustre disparu. Kabou, les derniers hommages à l'enfant du village. C'est un reportage de Nestor Mouzou et notre bureau à Kara. Ultime hommage à El Hadj Abbas Banfo à Kabou, sa terre natale. L'homme qui fut président de l'Assemblée nationale de 2005 à 2013 et chef de l'État par intérim entre février et avril 2005 a été rappelé à Dieu dans la nuit du 29 au 30 juin dernier. Ce matin, le chef de l'État, Faresso Zimna Niasimbe, a déposé une gerbe et s'est incliné devant sa dépouille mortelle.
La mort est un mystère insondable. Abbas Bonfo s'en est allé au moment où sa famille s'attendait le moins. Impuissante devant cette disparition soudaine, elle s'en remet à Dieu. Nous sommes impuissants et n'avons d'autre solution que de nous en remettre à Dieu, car c'est de lui que nous venons et à lui nous retournerons. Abbas, notre prière d'aujourd'hui pour toi est qu'Allah t'accorde une grande récompense pour tes œuvres pies, qu'il te pardonne pour tes mauvaises actions et qu'il t'accueille dans son paradis Firdaus. Amin. L'Union pour la République, la famille politique de El Hadj Abbas Bonfo salue sa mémoire. UNIR parle de lui comme étant un militant convaincu et infatigable qui a servi le parti avec abnégation et loyauté. El Hadj Abbas Bonfo restera vivant dans nos mémoires comme un homme du devoir, un grand militant d'une loyauté sans faille. Parce qu'il avait le respect inné des règlements et lois, son passage à l'Assemblée nationale sera remarquable. Mais bien sûr, puisque c'est la maison où on fait les lois. El Hadj Abbas Bonfo quitte les siens à l'âge de 73 ans, laissant un vide qui sera difficile à combler. L'ancien chef de l'État par intérim a été inhumé dans l'intimité familiale à Kabou. Je rappelle qu'avant Kabou, Lomé a rendu 2 hommages au président Abbas Bonfo, une cérémonie à l'Assemblée nationale, une autre à la place des fêtes de la présidence de la République. El Hadj Abbas Bonfo avait 72 ans. Cap maintenant sur Paris. Le Togo prend part au sommet international sur la responsabilité sociétale des entreprises dans la capitale française. À l'occasion, notre pays partage son expérience en matière d'inclusion. Exposé, animé, vous allez le voir, par la ministre du Développement à la base, Myriam Tossou d'Almeida. Le compte rendu, Solange Amandé, Marie-Ange Billa. En matière d'inclusion financière et de responsabilité sociale des entreprises, les lignes ont beaucoup bougé ces dernières années au Togo. La mise en place de l'ANVT, de l'ANADEB, de l'assurance maladie INAM en sont une illustration. Représentant le Premier ministre au sommet de la responsabilité sociale des entreprises tenu à Paris, la ministre du Développement à la base a partagé aux parties prenantes les expériences du Togo en la matière. L'engagement du Togo peut se lire clairement à travers la feuille de route gouvernementale 2020-2025, à la fois sur un plan conjoncturel, mais aussi grâce au concept de développement à la base, un processus structurel d'innovation togolaise qui symbolise l'effectivité de l'inclusion sociale. Né en 2008 de la vision prospective du chef de l'État, ce concept ambitionne d'assurer durablement à terme un accès universel de toutes les communautés et organisations à la base à un minimum vital commun. Le Togo a fait très tôt le choix de l'inclusion, basé sur le principe de l'équité et de la responsabilité dans la mise en œuvre des stratégies pour réduire les inégalités et permettant de libérer les capacités des populations à opter pour des activités génératrices de richesse au sein de leur communauté. Pour les plus vulnérables, bien entendu, des filets sociaux sont installés grâce au transfert de cash. L'ANADEB, l'Agence nationale de développement à la base, est la cheville ouvrière de cette politique et assure depuis 2011 l'accompagnement des communautés à la base. Cette inclusion concerne les populations. Elle est à la fois financière, sociale, économique, politique et même géographique. Un fonds dédié à l'accompagnement des jeunes est créé et permet aux jeunes qui ont choisi la voie de l'entrepreneuriat d'être accompagnés jusqu'au financement de leurs activités et à la croissance.
Le Togo fait aussi recours aujourd'hui à une série de projets et programmes destinés à promouvoir l'emploi des jeunes et le bien-être de la population. Des mécanismes inclus dans le plan stratégique du pays à l'horizon 2025. En ligne de mire, la réduction de la pauvreté, la promotion de l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes. Le tout pour transformer structurellement l'économie nationale. L'actualité ce jeudi, je vous l'annonçais dans les titres tout à l'heure, c'est aussi le CEPD, le certificat d'études du premier degré. Les résultats viennent d'être proclamés, plutôt affichés. D'un côté, les admis, les heureux élus. De l'autre, comme toujours à l'examen, les récalés. Résultats CEPD, ambiance sous les affiches, le récit, Edwige Atakwa-Bassabi, Marie-Ange Bida. Très tôt ce matin, à l'école primaire publique Boulevard de la Paix, les résultats du CEPD sont affichés. Jules, 11 ans, s'est empressé pour connaître son sort. Sans surprise, il s'en sort bien avec une moyenne honorable. Lorsque j'ai vu les résultats, j'ai vu que tout est bien passé. Que je suis le premier du centre avec 137,50 points. Et je suis très content. Je vais aller au collège lycée de Toko 1. J'ai fait mes écoles depuis 7 ans ici et aujourd'hui je suis arrivée au CM2. Je remercie notre maître. Dans ce centre, environ 200 élèves ont passé l'examen du CEPD. 81,11% des candidats ont reçu leur billet pour le collège. Le travail abattu pendant 1 an nous a donné un bon résultat qui nous donne la joie aujourd'hui. Les vacances s'annoncent donc belles pour Jules et ses compères. Et comme l'ont laissé entendre les responsables du centre, les ajournés vont devoir se remettre au travail durant ce temps de répit pour mieux préparer la reprise. Et la particularité cette année, eh bien, les candidats voyants et non-voyants ont composé ensemble. Arrêt un moment sur un des candidats non-voyants, Grégoire, je vous l'annonçais dans les titres, son nom. Il a réussi, son histoire est racontée par Edwige Atakwa-Bassabi et Elia Branyandao. Il y a quelques semaines, Grégoire non-voyant passait son examen du CEPD dans ce centre d'écrit. Aujourd'hui, il y revient accompagné par son encadreur pour les résultats. Le tableau est ouvert pour Grégoire. Il a passé son examen avec succès. Mais derrière cette réussite se cachent des mois de préparation. À la composition, quand je faisais la mathématique, j'ai rencontré un peu de difficultés et je ne sais pas comment je vais le refaire. Je me suis dit, je vais trouver la réponse. Lorsqu'on m'a confié le non-voyant pour intégrer ma classe, j'ai eu d'énormes difficultés pour l'insertion, pour l'éducation, parce que lui, il est toujours auditif. Il n'est pas voyant. Mais son écriture aussi n'est pas comme les notes et c'est le braille. Je suis très fier parce qu'il s'est mis au travail et le fruit du travail, c'est ça sa réussite. Le jeune de 13 ans reste conscient d'une chose, le collège ne sera pas non plus facile. Et comme pour anticiper les difficultés, il s'est déjà préparé à les affronter. On m'a proposé le collège Saint-Joseph ou collège La Planque, Monseigneur Père Augustin La Planque. Donc, je préfère faire La Planque à l'année prochaine. Je dirais merci à l'association qui m'a aidé jusqu'ici. Grégoire peut aussi compter sur l'association chrétienne pour l'intégration et l'épanouissement des personnes handicapées. C'est grâce à elle qu'il a pu franchir avec succès le premier cycle. Ils sont une trentaine d'enfants non-voyants pris en charge aujourd'hui par l'association. Son défi, promouvoir l'inclusion éducative. Ils sont considérés comme étant écartés ou émargés. Donc, leur permettre dès cet âge de fréquenter les personnes voyantes et évoluer comme ça avec eux permettra une intégration totale de la personne handicapée visuelle. Je suis très contente. C'est un grand effort. Les encadrer avec les professeurs, ça demande beaucoup d'énergie. Je ne peux qu'exprimer ma joie
4 ans déjà que cette association œuvre pour l'intégration et l'épanouissement des personnes en situation de handicap visuel. Une mission qu'elle mène avec engagement et détermination, et les résultats se font voir chaque année qui passe. Et avant de refermer ce registre CEPD, il vous souvient, le jour de l'examen, eh bien, la télévision togolaise a suivi un candidat de la maison au centre d'écrit, le Petit Living. Ici à l'image, eh bien, notre candidat a également réussi avec un total de points de 109,50 points sur 140 possibles. Bravo à tous les admis. Pas de résultats. En revanche, proclamé ce jour pour les élèves officiers médecins de catastrophe, une session de 2 semaines sanctionnée plutôt par des attestations. La trentaine de stagiaires est désormais prêt à gérer d'éventuelles catastrophes. Les précisions, Antoinette Oumavovor pour les précisions. Il est 1h du matin. Une boîte de nuit de Lomé est attaquée par des assaillants. Alertés, les forces spéciales de la police et de la gendarmerie, les sapeurs-pompiers ainsi que le groupement d'intervention léger antiterroriste se sont dépêchés sur les lieux pour neutraliser les assaillants. Chacun à son niveau a mis la main à la pâte. Les sapeurs-pompiers ont rapidement évacué les blessés vers les postes de rassemblement pour les premiers soins. Des officiers médecins stagiaires en 8e année pour stabiliser les blessés, les conditionner pour leur évacuation. Ceci n'est qu'une simulation. Aux urgences, il n'y a pas un afflux massif de victimes au même moment. Mais en situation de catastrophe, vous allez recevoir 5, 10, 15, voire 20 victimes au même moment. Il faudrait pouvoir gérer pour pouvoir sauver le maximum de personnes. En tant que médecin, parfois quand nous sommes dans les situations d'urgence au niveau des hôpitaux, ça nous permet de faire ce que nous appelons la catégorisation. Il peut y avoir un afflux massif, mais comment faire pour mieux sauver le maximum de personnes? C'est ça un peu ce que c'est la médecine de catastrophe. Bien avant cette évaluation, ces officiers médecins stagiaires ont suivi une formation de 2 semaines. Ils sont donc aguerris pour intervenir en cas de catastrophe. Aujourd'hui, c'est un exercice sur un attentat. Ça peut être également les situations sanitaires exceptionnelles, que les pandémies, comme nous la connaissons. Il est important finalement de préparer nos élèves de telle manière qu'on puisse se préparer à faire face à des événements exceptionnels sur le plan sanitaire. Donc, ces jeunes médecins se retrouvent après sur les terrains en mandat ONU et ils se préparent justement à soigner au mieux non seulement les militaires, mais en cas d'événement majeur. Ces étudiants sont en train de démontrer comment il faut prendre en charge des patients blessés en cas de catastrophe. Il faudrait savoir ce qu'il faut faire. Ici, c'est la pratique. Parfois, ça diffère de la théorie. Mais néanmoins, c'est un très bon départ pour ces étudiants et nous sommes très fiers de les voir terminer sur une très bonne note. Ces médecins de catastrophe viennent d'un peu partout sur le continent africain. Leur travail consiste à prendre en charge les victimes de catastrophes en mettant en place une chaîne de secours médicalisée. Ils assurent une coordination efficace entre les différents maillons de la chaîne de secours. À l'Agence nationale de protection civile, on se tient également prêt. Les risques de catastrophe, les inondations en l'occurrence, sont réels. Pour donner l'alerte à temps, eh bien, les journalistes sont désormais associés au dispositif. Une série de formations a commencé pour eux depuis ce matin. Magloire Akoué, Issa Karuna avec Ekoussala. 3 jours, ces hommes et femmes des médias publics et privés de Lomé vont approfondir leurs connaissances en gestion et prévention des catastrophes. Objectif, les amener à jouer de façon professionnelle leur rôle dans les moments de crise. Et quand il y a une communication de crise, il faut certaines étapes à franchir, comment se comporter sur le lieu de reportage, quel genre de questions on peut poser, parce qu'on est en face, par exemple, des victimes ou des familles de victimes. Alors comment il faut les prendre pour qu'on puisse avoir de bonnes réponses aux questions qu'on aura posées. Et donc c'est pour cela que nous avons pensé à former des journalistes, surtout que nous sommes en période pluvieuse. L'Agence nationale de protection civile veut faire de ces professionnels
des partenaires privilégiés dans son système d'alerte et de prévention des catastrophes. Nous attendons beaucoup des hommes des médias parce que la communication est une arme puissante. Donc, et particulièrement au niveau des situations d'urgence. C'est-à-dire une fausse alerte ou bien une fausse information qui est donnée à la population en situation de crise peut entraîner des mouvements déshumains, donc des situations qu'on ne pourra pas contrôler. Donc il est de bon ton qu'avec les journalistes, on puisse s'accorder sur les terminologies, donc la bonne communication qu'il faut apporter à la population en cas de situation d'urgence. On a besoin des journalistes pour donner la bonne information à la population pour qu'elle ne soit pas inquiète, mais plutôt être rassurée de ce que le gouvernement est en train d'entreprendre pour apporter leur secours. Les journalistes formés seront constitués en réseau afin de mieux accompagner l'Agence nationale de protection civile dans sa mission. Après l'étape de Lomé, l'équipe de l'agence est attendue à Thiévié. Et c'est d'ailleurs par la presse, les réseaux sociaux surtout, souvenez-vous que nous avons appris cette histoire cocasse de cet avion vol Ethiopian Airlines frappé par la foudre et cloué sur le tarmac de l'aéroport général Eyadema de Lomé. Des photos ont circulé avec des prêtres vaudous allés pour des cérémonies sur les lieux de la foudre. Eh bien, ce Boeing 787 a redécollé après un contrôle technique. Les précisions, Edwige Atakwa-Bassabi et Kwesala. Plus de 2 semaines passées au sol, le Boeing 787 touché par la foudre est prêt à décoller. L'appareil est mis en marche ce mercredi après avoir été soumis à une série de révisions mécaniques. Il devra rejoindre Addis Abeba pour des contrôles techniques approfondis. Quand l'avion a eu ce problème, c'était le 20 juin 2021 à 14h20, j'étais à l'aéroport. L'avion ne pouvait plus décoller, nous l'avons cloué. Nous avons fait les rapports. Je ne joue pas avec la sûreté, la sécurité. Les vies humaines, c'est irremplaçable. Nous ne pouvons pas autoriser un avion qui a eu des incidents à continuer à voler. Les pratiques nécessaires en cas de foudre ont toutes été observées suivant la tradition au Togo. Elles devront non seulement apaiser les divinités de la foudre, mais aussi protéger les futurs voyageurs. On nous a dit que l'avion a été foudroyé en l'air, c'est faux. Qu'il s'est posé, il a décollé pour aller aux États-Unis, c'est faux. Et qu'il est des États-Unis revenu pour partir à 10, c'est faux également. On nous a dit aussi que celui qui était là-bas était foudroyé et il est paralysé. Vous aurez la chance de le rencontrer. L'employé, victime de la foudre, le même jour que le Boeing 787, recouvre progressivement sa santé. Donc le vol devait partir normalement à 12h20. Et par après, avec la pluie, ça a retardé un peu des correspondances et le vol est un peu retardé. À 12h30, je devais aller fermer les soutes pour que le vol puisse partir. Au moment où je suis parti appuyer ma main sur la manette, donc je ne sais plus à quel moment j'étais par terre. Par la suite des soins, je me suis rétabli. Je remercie toutes les structures de l'aviation. Des dispositions sont prises à l'aéroport international Gnassingbé-Yadema pour contrer la foudre ou du moins minimiser ses effets sur les appareils et sur les hommes. Économie, le Togo, bon élève en matière de transparence budgétaire. C'est le département américain qui le dit via son agence Fiscal Transparency. Un bon point pour notre pays. Quels sont les critères pris en compte dans ce classement? Voici les éclairages avec Mathias Tourlo. Transparence budgétaire, le Togo, bon élève pour la 2e année consécutive. C'est en substance ce que révèle le dernier rapport de Fiscal Transparency du département d'État américain au terme d'une étude sur la transparence budgétaire dans plus de 141 pays au cours de l'année 2020. Le rapport sur la transparence fiscale FTR, mandaté par le Congrès, est un outil pour identifier les lacunes et soutenir les changements nécessaires. On notera ici la publication de leur budget et des documents financiers fiables. 141 pays sont passés au banc d'essai, les bons et les mauvais. Le Togo fait partie de la première catégorie. Il a satisfait aux exigences minimales de transparence fiscale en 2021, note le rapport. Ce classement du Togo dans ce nouveau rapport est la résultante des réformes institutionnelles et de la politique d'assainissement des finances publiques. D'ailleurs, le Togo a adopté en juin 2014 une loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques.
Alors qu'il existe désormais tout un arsenal juridique complet régissant ces procédures, le pays continue de faire des efforts pour rendre publics les détails liés aux licences et autres permis d'exploitation attribués par le gouvernement aux entreprises. Avec ce nouveau classement, le Togo, qui a satisfait pendant 5 années consécutives aux 3 critères d'éligibilité au compact du MCC, Millennium Challenge Corporation, s'approche de plus en plus du programme de financement américain après avoir décroché le threshold 2 années plus tôt. Mathias Solo, merci. Dans le reste de l'actualité, la peine de prison lourde peine pour les meurtriers de Merveille Nzonou. L'affaire remonte à 7 ans. La mort de l'étudiante avait défrayé la chronique à l'époque des faits. Hier mercredi, la cour d'assises a donc rendu son verdict. Le procès Ulrich Chamégan, Antoinette Omovovo. L'émotion est encore grande chez Christine au moment de témoigner contre les 2 co-accusés responsables de la mort de Merveille Nzonou, son petit ami. Tout se passait un jeudi 15 mai 2014 aux alentours de 17h quand les 2 étudiants avaient décidé d'aller se détendre en Roméo et Juliette à la plage de Lomé. C'est en cet instant précis que surgit Yao Rapidaï et Séverin Atiobé. La suite a mal tourné. L'un a d'abord demandé ce qu'on mangeait, il a demandé qu'on lui donne, je lui ai donné ma part. Ensuite, il a demandé le sac que portait mon petit ami et c'est là qu'il a refusé. Il a commencé à tirer le sac et Merveille aussi s'est mis à tirer. Donc, il tirait le sac dans tous les sens. À un moment, il a sorti un couteau qu'il balançait dans tous les sens. C'est passé à durer un moment, le temps que Merveille réussisse à enlever le sac parce qu'il avait blessé. Il s'est enfui avec le sac et c'est là qu'il a commencé à saigner. Il y avait du sang partout. Fait terrible, mais jamais reconnu par les auteurs. Et pourtant, lors des investigations, ils l'ont avoué et signé. Après 7 ans de détention, ils comparaissent devant la cour. Plus de 5 heures de procès et le verdict. Tandis que ces faits, ainsi déclarés, constants et établis par la cour d'assises, sont prévus et punis par les articles 12, 46, 48, alinéa 2 et 187, alinéa 1 de l'ancien code pénal. Attendu qu'il réside de la déclaration de la cour qu'il n'existe pas de circonstances atténuantes en faveur des accusés. Vu les articles 12, 46, 48, alinéa 2 et 187, alinéa 1 du Code pénal ancien, condamne 1. Daï Yao Api à 15 ans de réclusion criminelle, Atiobé Séverin à 15 ans de réclusion criminelle, déclare régulière la condition de partie civile de M. Nzonou Pelenga Rossi, oncle et représentant de la victime, et la déclare justifiée au fond. Condamne par conséquent les accusés à lui payer la somme de 700 000 francs à titre de dommages et intérêts. Un coup dur pour l'avocat de la défense. C'est un sentiment d'insatisfaction. La Cour en a décidé autrement. Bon, on ne peut que se plier à sa verdict. Et s'il y a lieu aussi à former pouvoir, nous formerons pouvoir. Il dispose seulement de 8 jours francs pour espérer mieux. Et sur le front Covid maintenant, et bien depuis hier, la vaccination à la dose Pfizer a commencé. La vague des 50 ans et plus est d'abord concernée. Constat ce matin au CMS de l'UTB circulaire et à Motiévé. Reportage Issaka Aruna et Kwesala. Yawa, la cinquantaine, fait partie de la cible de la vaccination contre le Covid-19 au Pfizer, démarrée le 7 juillet 2021 au Togo. Après avoir longtemps hésité, elle est arrivée aujourd'hui pour sa dose. Au départ, je n'avais pas pris les choses au sérieux. Cette fois-ci, je ne veux pas rater l'occasion. Pour Paul, qui vient de recevoir la sienne, se vacciner est plus qu'une nécessité. Les gens doivent se décider eux-mêmes, volontairement, pour se protéger. Et le gouvernement a fait des efforts pour trouver le vaccin. Je crois que nous devons le féliciter pour continuer. Le vaccin a changé certes,
mais le procédé pour en bénéficier reste le même. Ce qui se fait précédemment aussi pour l'Astra, le Sinovac est toujours d'actualité pour le Pfizer. Et ça peut se faire sur le site ou avec étoile 844 dièse sur les 2 réseaux mobiles qu'on a au Togo. Dans le cas où les gens n'arrivent pas à s'enrôler, nous sommes toujours disponibles au centre pour les aider pour l'enrôlement. Sur le terrain, malgré la mobilisation des équipes de vaccination, l'affluence des candidats reste pour l'heure timide. Pour la première phase de vaccination à AstraZeneca, beaucoup de personnes de plus de 50 ans étaient passées pour la vaccination. Donc, nous n'aurons pas beaucoup de gens de plus de 50 ans. C'est plutôt les personnes de plus de 30 ans en allant qui sont impatients de recevoir le vaccin Pfizer. Donc, nous espérons récupérer cette catégorie de personnes du 14 au 22 juillet. Si j'ai pris le premier vaccin ou bien la première dose à l'AstraZeneca, je ne fais pas la deuxième dose avec le Pfizer. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu la deuxième dose de AstraZeneca, qu'ils veuillent juste patienter un peu. À l'instar des autres vaccins anti-Covid-19 administrés au Togo, une seconde dose entre 21 et 28 jours est nécessaire pour se protéger complètement avec Pfizer. Au-delà, le respect strict des mesures barrières doit être toujours de mise, surtout face aux multiples mutations du virus. Et dans la foulée, voici à ce jour, jeudi 8 juillet 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. Le nombre de cas confirmés est de 14 176 avec 36 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 608 avec 22 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 435. Le nombre de décès est de 133. Un nouveau décès depuis hier, communiqué chiffre rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midiawa. Et on enchaîne avec quelques communiqués à l'endroit des acteurs du transport routier de marchandises. Dans le cadre du respect du règlement numéro 14 CMS UMOA relatif à la charge à l'essieu au gabarit des véhicules lourds de transport de marchandises, le délai de rigueur pour s'y conformer était fixé au 30 juin dernier. Toutefois, sur leur demande, une moratoire d'un mois supplémentaire est accordée à compter de ce jour aux acteurs concernés pour se conformer aux dimensions réglementaires des véhicules. Au terme de ce délai de 30 jours, les acteurs dont les véhicules ne seront pas aux normes s'exposent aux sanctions prévues par les tests en vigueur. Le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile attachent du prix au respect scrupuleux de ce moratoire. Et puis, le président de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, informe les promoteurs ou directeurs des radios privées, dont je vous donnerai la liste tout à l'heure, dont les conventions de renouvellement de l'autorisation d'installation et d'exploitation expirent en octobre prochain et qu'ils devraient, conformément à l'article 54 de la loi organique, déjà déposer leur dossier de renouvellement à la HAC. Il les invite à le faire dans les brefs délais, au plus tard le vendredi 13 août 2021, auprès du président du comité autorisation, contrôle et évolution technologique, tous les jours ouvrables de 9h à 12h. Il s'agit notamment donc de Radio Bonne Nouvelle de Lomé, Radio Maria de Lomé, Radio Kantebe de Lomé, Radio Planète Plus de Palimé, Radio Maria de Palimé, Radio Sky FM de Badou, Radio Virgo, Potence d'Atakwame, Radio Bethel de Gléy, Radio Cosmos de Sotoubois, Radio Centrale FM de Sokoré, Radio Tchaoudjo de Sokoré, Radio Vénus de Sokoré, Radio Méridien de Sokoré, Radio Tchamba FM, Radio Maria de Kara, Radio Daoul de Bassar, Radio Kéran de Kanté, Radio La Voix de Loti de Mango, Radio Nafa de Mango et enfin de Radio Maria de Dapan. Une dernière image avant de refermer ce journal du soir, image de ces sandales en peau d'oreille d'éléphant utilisées par les Bassars en exposition au Musée national, son nom Anataka. C'est pour dire merci à vous qui nous suivez ce soir en pays Bassar et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.